Chères étudiantes, chers étudiants, aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau cours qui est les drogues à saponosides. Le plan du cours est subdivisé essentiellement en deux grandes parties. Partie 1 concerne les généralités des saponosides, c'est-à-dire qu'on va voir la définition générale, l'état naturel et la répartition dans le monde végétal, la structure chimique des génines et des sucres constitutifs. Nous allons également voir l'extraction et les propriétés physico-chimiques, la caractérisation et enfin les propriétés biologiques et pharmacologiques. Nous allons aussi traiter l'emploi des saponosides en pharmacie. La deuxième partie concerne des monographies de drogues contenant des saponosides. Donc, on va voir trois grandes classes: des drogues à saponosides anti-inflammatoires, des drogues à saponosides utilisées en phlébologie et proctologie, et enfin des drogues à saponosides adaptogènes, c'est-à-dire qui boostent l'immunité et l'état psychique et physique de l'humain. Généralité. Il faut savoir que ce sont des hétérosides à génines stéroïdiques ou triterpéniques, caractérisés principalement par leurs propriétés tensioactives, c'est-à-dire qui se dissolvent dans l'eau en formant des solutions moussantes. Comme détergent, les plantes à saponosides, sapo, ça veut dire savon, ont été très tôt exploitées par l'homme. Nous allons donner par exemple la saponaire, Saponaria officinalis, qui appartient à la famille des Caryophyllacées, et les savons indiens Sapendus saponaria, qui appartient à la famille des Sapendacées. En augmentant la perméabilité des parois cellulaires, la plupart des saponines possèdent des propriétés hémolytiques et sont toxiques à l'égard des animaux à sang froid, c'est-à-dire les poissons. Cette toxicité par rapport aux poissons est appelée l'ichthyotoxicité. Elle explique l'emploi de certaines drogues pour attraper les poissons, tels que par exemple Serjania et balanite. Les saponines constituent un vaste groupe d'hétérosides très fréquents chez les végétaux. Ils sont exceptionnels chez quelques échinodermes qui sont des animaux aussi marins. Et chez ces animaux marins, on va retrouver des sapogénines triterpéniques, par exemple dans les oursins et les étoiles de mer. Les saponosides à génines stéroïdiques sont presque exclusivement présents chez les monocotylédones, tels que la famille des Liliacées, les Agavacées, les Dioscoréacées. Ils sont rares chez les dicotylédones. On va les trouver principalement chez le fenugrec, le tapas et les digitales. Les saponosides à génines triterpéniques plus nombreux sont rencontrés chez quelques ptéridophytes, essentiellement synthétisés par les dicotylédones, tels que les Araliacées, les Caryophyllacées, les Cucurbitacées, les Fabacées, les Primulacées, les Renonculacées, les Rosacées et aussi d'autres familles botaniques telles que les Polygalacées et les Sapotacées. Il faut savoir qu'un saponoside est un hétéroside et du coup, il obéit à la définition d'un hétéroside, c'est-à-dire une définition phytochimique. De quoi est composé un hétéroside? Nous l'avons déjà fait. Donc, un hétéroside est composé d'une génine ou appelée également aglycone, qui est de nature soit stéroïdique pour ce qui est des saponosides,
ou bien triterpénique, additionné de sucre. Dans le cas de saponosides, nous avons soit des monodesmosides ou bien des bidesmosides. Donc, du point de vue structure chimique, les saponosides peuvent être classés en deux groupes selon la nature de leur génine, ou appelée également sapogénine. Les sapogénines stéroïdiques ou neutres possèdent toutes un squelette à 27 carbones qui comporte 6 cycles. Cycle A, B, C, D, E de configuration furane et F qui est un cycle pyrane. Ces deux derniers cycles, grâce à la nature spiro du C22, on aura soit un squelette hexacyclique spirostane. La configuration du C25 peut donc varier, ce qui détermine l'existence de deux séries. La série néosapogénine 25S où le méthyle est axial et la série isosapogénine 25R où le méthyle étant équatorial. Donc, soit on aura chez les plantes fraîches le C26 qui est engagé dans une liaison avec un ose. La structure restante est alors pentacyclique ou furostane qui ne peut exister qu'à l'état d'hétéroside. L'hydrolyse d'un furostane conduit directement à un dérivé spirostanique. C'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment chez le bulbe ou dans les bulbes, les racines et les graines. Dérivant toutes du damarane, les sapogénines triterpéniques peuvent conserver la structure tétracyclique de ce dernier. C'est l'exemple du panaxadiol et du cucurbitacine. Ou c'est le cas le plus fréquent, être pentacyclique et ce sont alors des dérivés de l'oléanane. C'est l'exemple du dérivé de la bêta-amyrine. Plus rarement de l'ursane et du lupane. Plus de la moitié des saponosides connus se rattachent en particulier à l'acide oléanolique et à l'hédéragénine. Les éléments structuraux qui caractérisent cette série sont premièrement, l'insaturation habituelle en C12-C13. Deuxièmement, l'oxydation fréquente du carbone des méthyles en C23, en C28 et en C30. Donc, on aura des hydroxyméthyles, des aldéhydes ou des carboxyles. Troisièmement, la polyhydroxylation très variable des carbones cycliques. L'oxydation de l'un de ces hydroxyles en cétone n'est pas rare, surtout en C11. Il peut y avoir un cycle supplémentaire par éthérification ou lactonisation interne. Il faut savoir aussi que quelques génines sont partiellement estérifiées par des acides aliphatiques de faible poids moléculaire. C'est l'exemple de l'eysine du marron d'Inde. Les os constitutifs des saponosides sont banals. Nous allons trouver du glucose, du galactose, de l'arabinose, mais aussi du rhamnose et du fucose. L'hétéroside peut ne comporter qu'un seul os et une génine, mais le plus souvent, nous avons 3 à 5 os, en général 1 ou 2 oligosides, linéaires ou ramifiés. Cette fraction glucidique peut comporter jusqu'à 11 os. Les os et oligosides peuvent être liés à la génine,
par une liaison de type éther ou par une liaison de type ester. Et donc, selon que la molécule comporte une ou deux chaînons saccharidiques, on dit qu'il s'agit d'un mono ou d'un bidesmoside. Vous allez voir sur la figure, par exemple, qu'un monodesmoside, la liaison osidique implique classiquement la fonction réductrice de l'oligoside et l'hydroxyde secondaire, normalement présent en position C3, aussi bien chez les sapogénines stéroïdiques que chez les sapogénines triterpéniques. Pour les bidesmosides, fréquemment la molécule comporte, en plus de l'ose ou de l'oligoside fixé en C3, une deuxième chaîne osidique liée à la génine par une liaison ester avec le carboxyle en C28 des sapogénines triterpéniques. Dans le cas des saponosides stéroïdiques, la deuxième chaîne osidique, quand elle existe, elle est portée par le carbone C26. Les saponosides bidesmosides étant les plus fréquents, sont facilement hydrolysés en monodesmoside. L'extraction et la séparation des saponosides sont délicates. Même s'ils sont souvent présents en quantité notable chez les plantes, leur forte polarité, leur fragilité et leur faible différence structurale font qu'il est souvent difficile d'obtenir une molécule pure et intacte. De plus, les saponosides cristallisent très mal. Ils sont très hygroscopiques et ne donnent que rarement des points de fusion nets et sans décomposition. Alors, pour l'extraction industrielle, on préfère souvent recourir aux alcools tels que le méthanol ou l'éthanol ou à des solutions hydroalcooliques, bien sûr après dégraissage de la drogue à l'éther de pétrole. Leur séparation est fondée sur des techniques chromatographiques sur supports divers tels que la silice, l'alumine, les gels de polymères poreux et les résines. La caractérisation se fait soit par la détermination d'indices, par des réactions colorées, mais aussi par des méthodes chromatographiques. Pour ce qui est de la détermination d'indices, il faut savoir que la caractérisation des saponosides dans un échantillon végétal peut se faire très simplement en mettant en évidence les conséquences de l'action tensioactive des hétérosides. On recherchera sur le macéré ou sur le décocté aqueux de la drogue le pouvoir hémolytique et le pouvoir moussant. Comment? Alors, pour ce qui est du pouvoir hémolytique, on va calculer l'indice hémolytique qui, selon la pharmacopée européenne, est le rapport entre la quantité saponine témoin sur la quantité de la substance testée pour obtenir l'hémolyse complète d'une suspension de sang citratée. Il est mesuré sur un décocté de la drogue dans une solution isotonique de phosphate. Le substrat est une suspension de sang citraté. On calcule alors l'indice hémolytique d'après la formule S fois A sur B. S étant la valeur hémolytique de la saponine standard, en général, elle est égale à 15 000. A étant le nombre de milligrammes de saponine standard qui suffisent à provoquer l'hémolyse totale, et B est le nombre de milligrammes de substance à tester, produisant bien sûr cet effet. Il faut souligner que les essais doivent être faits à une température d'environ 20 degrés et bien sûr, certaines substances tensioactives autres que les saponosides peuvent interférer et certains saponosides aussi ne sont pas hémolytiques tels que la glycérysine. Pour ce qui est de l'indice
de mousse, il faut savoir que c'est le degré de dilution d'un décocté à queue à 1% de la drogue qui, dans des conditions déterminées, donne une mousse persistante de 1 cm de hauteur après 15 minutes de repos. La présence de saponine dans la plante est confirmée avec un indice supérieur à 100. Si par exemple il s'agit du 4e tube où il y a 4 ml du décocté, soit 0,04 g de la drogue, l'indice est alors calculé comme suit: 10 sur 0,04 et il est égal dans ce cas de figure à 250. Pour ce qui est des réactions colorées, il faut savoir que bien qu'aucune ne peut être strictement spécifique, les réactions colorées sont nécessaires pour s'assurer de l'identité des drogues et pour aussi contrôler les étapes d'un procédé de séparation des saponosides. On peut citer premièrement la réaction de Lieberman. C'est une réaction avec l'anhydride acétique en milieu sulfurique qui donne des colorations variables selon que la génine est de nature triterpénique ou stéroïdique. Donc la couleur changera en fonction de la nature de la génine. On aura une coloration rouge avec une génine triterpénique et verte pour ce qui est de la génine stéroïdique. Deuxièmement, la réaction de Noller, les sapogénines acides triterpéniques avec le chlorure de thionyle SOCl2 et en présence de traces de chlorure ferrique, le FeCl3, on aura une coloration violette en 2 minutes à peu près. Les méthodes chromatographiques, on aura soit UCCM ou l'HPLC. Donc la chromato sur couche mince, c'est la méthode de choix pour le contrôle de qualité des drogues à saponoside. Le solvant de développement étant le plus souvent un mélange de chloroforme, de méthanol et d'eau avec de proportions de 65-35-10. Et la révélation se fait soit par la réaction de Lieberman, qui va nous permettre de différencier les génines triterpéniques des génines spirostaniques, ou bien le réactif qui est le trichlorure d'antimoine, le SbCl3, qui est aussi très utilisé. On l'appelle aussi le réactif de Carey-Price. L'HPLC est particulièrement intéressante pour réaliser des contrôles de pureté, mais aussi pour réaliser des dosages précis. On arrive aux propriétés biologiques, pharmacologiques et aux emplois. Donc, la propriété hémolytique de la plupart des saponosides est attribuée à leur interaction avec les stérols de la membrane érythrocytaire. Les monodesmosides sont beaucoup plus hémolytiques que les bidesmosides et l'activité décroît lorsque la chaîne osidique s'allonge. Chez les poissons, de très faibles doses de saponosides sont suffisantes pour faire éclater les capillaires bronchiaux et ainsi interrompre la respiration et l'équilibre osmotique. Chez l'homme et les homéothermes, en général, ils n'ont sauf exception qu'une toxicité assez faible par voie orale, car leur absorption digestive est faible, mais nettement plus marquée lorsqu'ils sont administrés par voie parentérale. Les propriétés pharmacologiques sont variées. Elles sont surtout dues aux sapogénines triterpéniques. On notera des propriétés antimicrobiennes, antifongiques et parfois antivirales, tel est le cas de la glycérysine et des saponosides du souci. Il n'est pas rare que les saponosides soient cytotoxiques, comme l'alpha-édérine et aussi les saponosides des cucurbitacées. Mais actuellement, les drogues à saponosides et extraits sont surtout employées pour leurs propriétés anti-inflammatoires et anti-œdémateuses,
Donc, c'est le cas de la glycérrhizine, de l'eicine du marron d'Inde, des saicosapogénines qui sont extraits ou qui sont présents dans une ombellifère utilisée en médecine chinoise qui est Bupleurum falcatum, et du phytolacoside B qu'on retrouve dans les racines de Phytolacca americana appartenant à la famille des Phytolacacées. Cette action peut s'expliquer entre autres par l'inhibition de la dégradation des corticoïdes ou par l'interférence avec le métabolisme des médiateurs de l'inflammation. On notera également une action antitussive et ou expectorante. Donc en phytothérapie, on utilise souvent le bois de lierre grimpant. Donc nous avons pas mal de spécialités de sirops qui sont à base de lierre grimpant. Les organes souterrains aussi du polygala, de la réglisse et de la prime-vert, même si le mécanisme de leur action reste mal connu. Donc, on propose une irritation locale des muqueuses, mais ces plantes qu'on vient de citer ont une action antitussive et ou expectorante qui semble très intéressante. Donc, je répète, malgré que le mécanisme n'ait pas été bien démontré, mais ça reste des plantes qui peuvent être utilisées comme antitussives et ou expectorantes. Donc, parmi les potentialités des saponosides, on signalera des propriétés analgésiques. On peut aussi citer l'influence des saponosides de luzerne, de soja ou de bois de Panama sur l'absorption intestinale du cholestérol. Il paraît qu'il diminue l'absorption en formant des complexes non assimilables et ils peuvent agir indirectement sur la synthèse des acides biliaires à partir du cholestérol. Donc c'est une hypothèse qu'ils peuvent aussi influencer la synthèse des acides biliaires et du coup, ils peuvent empêcher l'absorption de certains principes actifs. On note également l'activité immunomodulatrice et c'est l'intérêt des chiasapogénines comme adjuvant de vaccin. On a aussi une activité cytoprotectrice des ginsénosides et des saponosides hépatoprotecteurs des bupleurum. Donc, en dehors de toutes ces potentialités pharmacologiques des saponosides, ils retiennent aussi l'attention pour leurs propriétés édulcorantes. Et là, on a le super exemple de la glycérrhizine qui est extraite à partir de la réglisse, de l'osladine du rhizome de Fougère réglisse. Et on dit que, par contre, certains saponosides tels que les acides gymnémiques d'une liane d'Asie tropicale qui est Gymnema sylvestre appartenant à la famille des Asclepiadacées et les damaranes des feuilles de jugibier sont capables d'annuler la perception du goût sucré. Donc on a deux propriétés pharmacologiques totalement contradictoires qu'on peut retrouver chez cette classe de plantes chez les saponosiques. Donc on a une action édulcorante très appréciée, très utilisée comme la glycérrhizine et une action qui peut annuler carrément la perception du goût sucré. Et là, c'est l'exemple, on a dit, des damaranes, des feuilles de jugibier. Pour les emplois des drogues à saponosides, il faut noter que, outre leur application en phytothérapie,
Les saponosides sont surtout une matière première d'une grande importance pour l'industrie pharmaceutique. Certaines drogues sont utilisées pour l'extraction des saponosides tels que l'hélicine, la glycérysine ou les ruscogénines. D'autres sont à la base de préparations galéniques telles que le polygala et l'hydrocotyl. L'intérêt majeur des saponosides spirostaniques est industriel, car ils constituent l'une des matières premières les plus utilisées pour l'hémisynthèse des principes actifs stéroïdiques. En dehors des applications pharmaceutiques, les drogues à saponosides sont recherchées par la cosmétologie pour leurs propriétés détergentes et émulsionnantes. On arrive maintenant aux monographies des drogues à saponosides. Il faut savoir que ce sont des monographies que j'avais simplifiées pour vous. Donc, ce ne sont pas des monographies au sens propre, mais des résumés des caractéristiques botaniques et pharmacologiques de chaque plante à saponoside. Nous avons donc décidé de vous présenter ces drogues à saponoside en les classant par propriétés pharmacologiques. Premièrement, les drogues à saponoside anti-inflammatoires. Et là, nous allons traiter deux principales drogues, qui est la réglisse et le marronnier d'Inde. La réglisse ou Glycyrrhiza glabra de la famille des Fabacées ou anciennement la famille des légumineuses compte parmi les plantes médicinales les plus anciennement utilisées. Bien des siècles avant notre ère, Babyloniens et Égyptiens l'employaient pour traiter les affections des voies respiratoires. Les Grecs recommandaient la racine douce contre les ulcères, l'asthme et pour préserver de la soif. Plus tard, les médecins arabes l'ont prescrite en décoction contre la toux et en association avec les purgatifs pour atténuer leurs effets secondaires. Ils utilisaient le sucre contre la soif et les dysménorrhées. Actuellement, la réglisse connaît de nombreuses utilisations en pharmacie et dans l'industrie agroalimentaire. Largement disponible dans le commerce, réglisse se représente sous différentes formes. Réglisse en bâton à l'officine, réglisse ratissée ou pelée, réglisse en botte qui est destinée à l'extraction. La drogue officinale se présente en bâton régulier de 15 à 20 cm sur 1 à 2 cm de diamètre. Un liège mince, brun, rougeâtre, entoure une écorce striée radialement et un cylindre ligneux rayonné de teinte jaune clair. Les stolons ou rhizomes se différencient des racines par la présence d'une moelle centrale. La cassure est fibreuse avec une saveur sucrée et une odeur qui est assez typique. Pour ce qui est de la composition chimique, il est à noter que l'analyse de la drogue met en évidence une abondance en glucides, mais aussi la présence de coumarine, de triterpénoïdes, de stérol. Les principes actifs sont constitués par de très nombreux flavonoïdes tels que le liquiritoxide et l'isoliquiritoxide, mais surtout par des saponosides triterpéniques majoritairement représentés avec une teneur de 5% de la drogue sèche par la glycérysine ou acide glycérysique. Monodesmoside, qui est un monodesmoside qui par hydrolyse libère deux molécules d'acide glucuronique et une molécule
d'acide glycérétique. L'acide glycérétique est de type oléanane et il est caractérisé par la présence d'une cétone en C-endre. L'action pharmacologique. La réglisse est anti-ulcéreuse et antispasmodique. Glycérrhizine et flavonoïdes sont responsables de cet effet bien connu. Bien qu'assez peu tensioactif, la glycérrhizine est expectorante et béchique. Elle atténue le réflexe de la toux en stimulant la sécrétion salivaire, favorisant ainsi la déglutition. L'activité anti-inflammatoire de la glycérrhizine serait due à une potentialisation des corticoïdes endogènes. La consommation abusive des extraits de réglisse peut entraîner des symptômes d'hyperaldostéronisme qui peut se manifester par des œdèmes, par une hypokaliémie, une hypertension, des crampes musculaires et des arythmies cardiaques. Enfin, des propriétés antivirales, antibactériennes, hépatoprotectrices, immunostimulantes et cicatrisantes ont été également signalées par de récents travaux sur la glycérrhizine. Comme édulcorant, la glycérrhizine est 50 fois plus sucrante que le saccharose. Les emplois de la réglisse sont surtout représentés par l'effet édulcorant servant à masquer les saveurs désagréables des préparations pharmaceutiques. Je répète, la glycérrhizine est 50 fois plus sucrante que le saccharose. La drogue en nature, c'est-à-dire sous forme de poudre ou sous forme de macéré, est utilisée contre les dysménorrhées, mais aussi comme antispasmodique contre les coliques que pourraient provoquer certains purgatifs tels que le séné. Elle est utilisée également contre les brûlures d'estomac, les gastrites, les ulcères gastriques, dont la réglisse arrête l'évolution. On emploie des extraits administrés par voie orale avec une posologie d'1 gramme par jour, souvent additionnés de carbonate de calcium et associés à des sels de bismuth. Deux préparations galéniques figurent dans la plupart des pharmacopées. On a l'extrait brut ou sucre de réglisse titrant au minimum 10% de glycérrhizine qui sert à préparer les pâtes, ce qu'on appelle les pâtes officinales de réglisse, souvent associées aux baumes de tolu. On a également l'extrait sec de réglisse qui est obtenu par macération dans l'eau ammoniacale, filtration, puis une évaporation et enfin une dessiccation à basse température sous pression réduite ou nébulisation. L'acide glycérétique sous la DCI énoxolone est principalement utilisé par voie locale pour ses propriétés anti-inflammatoires dans le traitement symptomatique de l'eczéma, des dermites du visage, des érythèmes solaires fessiers du nouveau-né. Elle est également utilisée dans les cas de prurite, les piqûres d'insectes. Il sert aussi dans la formulation de bains de bouche, de colutoires destinés au traitement des maux de gorge. En dehors de la pharmacie, des dizaines de milliers de tonnes de réglisse sont utilisées en confiserie pour la préparation de boissons, par exemple les sodas. Elle est aussi utilisée dans l'industrie des tabacs dits américains par procédé de trempage. Le marronnier d'Inde, dont le nom scientifique correspond à Aesculus hippocastanum,
appartient à la famille des Hippocastanaceae. La graine est inscrite dans de nombreuses pharmacopées. L'écorce du thym est également utilisée. Ces drogues douées de propriétés vitaminiques P, c'est-à-dire qu'ils favorisent la résistance capillaire, sont très utilisées comme tonique veineux et pour la prévention des accidents vasculaires. Le marronnier d'Inde fournit deux drogues. Premièrement, la graine, ou appelée aussi marron, elle est récoltée en période de septembre-octobre, lorsqu'elle s'échappe des fruits mûrs tombés sur le sol. Elle est utilisée à l'état frais ou stabilisée car son activité diminue au cours de la conservation. La deuxième drogue, c'est l'écorce du thym qui est prélevée au printemps sur les branches. Elle est légèrement astringente par son tanin et douée de propriétés vitaminiques P, dues principalement à des coumarines telles que l'esculosine. Le tégument de la graine ou tégument séminal renferme surtout des tanins condensés. Nous avons dit que le tégument de la graine ou le tégument séminal renferme surtout des tanins condensés représentés par l'esculitana et du catéchol ou appelé également proanthocyanidol. Les cotylédons de la graine sont riches en glucides, notamment en amidon, en lipides, mais aussi en flavonoïdes qui sont responsables de la coloration jaunâtre des cotylédons. Les principes actifs sont surtout des saponosides triterpéniques avec une teneur de 10%. Ces saponosides ont été mis en évidence au début du XIXe siècle. Ils sont connus sous nom commercial d'Eicine, terme qui désigne un mélange de plusieurs hétérosides dérivés de deux sapogénines triterpéniques à squelette oléanal, la protoeicigénine et le barectogénol. Ces saponosides comportent toujours un trisaccharide variable en C3. Leurs hydroxyles secondaires en C21 et C22 sont estérifiés par des acides aliphatiques de faible poids moléculaire. Pour ce qui est de l'action pharmacologique, il est à noter que malgré son âcreté et son amertume, le marron d'Inde n'est pas toxique par voie buccale. Cependant, sa consommation peut donner des accidents chez les enfants. En phytothérapie, cette drogue est connue pour être un vasoconstricteur veineux. Donc, elle est vasoconstrictrice veineuse. Elle a aussi une activité vitaminique P. Récemment, on a mis en évidence par l'expérimentation les propriétés anti-inflammatoires, anti-œdémateuses et anti-exsudatives de l'extrait de marron d'Inde et de leucine. Les emplois, donc plusieurs centaines de kilogrammes de marron d'Inde, sont utilisés annuellement pour la préparation de formes galéniques. Ils servent aussi en homéopathie et en médecine vétérinaire. L'alcoolature stabilisée ou l'extrait mou stabilisé sont utilisés par voie orale, seuls ou mélangés aux extraits de l'écorce, qui sont eux riches en esculosine, et ce pour renforcer l'activité vitaminique P. Ils sont fréquemment associés à l'amamélis, à l'hydrastis et au viburnum dans le traitement des hémorroïdes, des varices et des phlébites. Leucine est proposée comme anti-œdémateux sous forme de préparation pour usage local, sous forme de pommade et crème, et ce dans le traitement de l'insuffisance véno-lymphatique, dans des bains de bouche traitant les aftes et les ulcérations de la muqueuse buccale.
La deuxième catégorie des drogues à saponosides sont les saponosides utilisés en phlébologie et en proctologie. Et là, nous allons décrire le petit O et l'hydrocotyle à partir duquel est formulée la pommade cicatrisante qui est le madécasol. Le petit O ou Ruscus aculeatus est une drogue dont le rhizome et les racines sont réputés diurétiques. Ils sont largement exploités pour l'obtention d'extraits riches en saponosides qui sont les ruscogénines à propriétés vasculoprotectrices et vénotoniques. La drogue est constituée par de petits fragments de rhizome noueux, articulés, d'un brun jaunâtre à surface marquée de stries d'accroissement circulaire et portant de longues racines grêles, sinueuses. L'odeur et la saveur sont peu marquées. La composition chimique du petit O est caractérisée par la présence de plusieurs composés. On note la présence de sucre simple, de stérol, d'acides gras, de traces d'huile essentielle, mais également des flavonoïdes. Les principes actifs sont surtout des saponosides à génie stéroïdique avec une teneur de 6%. Ce sont principalement des hétérosides de ruscogénine, hydroxydiosgénine appelée également, et de néoruscogénine appelée déhydroruscogénine. La rucine et ruscoside étant respectivement les formes spirostaniques et furostaniques de ces deux génines isomères. Pour ce qui est de l'action pharmacologique et emploi, il faut savoir que l'expérimentation sur organes isolés et sur l'animal montre que l'extrait de fragon s'oppose à la distension du réseau veineux en surcharge. La contraction des vénules peut être obtenue par application locale. De nombreuses observations cliniques démontrent ces propriétés vasculoprotectrices et vénotoniques des préparations à base de petit O, ainsi que leur indication pour le traitement symptomatique de l'insuffisance veineuse et de la crise hémorroïdaire. Les emplois des ruscogénines entrent dans la formulation des suppositoires, de pommades et de crèmes utilisés en proctologie. Pour les formes orales, les ruscogénines sont associées à d'autres vénotoniques tels que l'esculoside, le rutoside, l'extrait de mélilo et l'extrait de cassis, essentiellement utilisés pour l'amélioration de la symptomatologie fonctionnelle de l'insuffisance veineuse chronique, c'est-à-dire lorsqu'on a des jambes lourdes ou des varices. L'hydrocotyle ou Centella asiatica, ou appelé également hydrocotyle asiatica, est une plante tropicale à propriétés cicatrisantes dont le principe actif est l'asiaticoside. C'est une ombellifère atypique. Il s'agit d'une petite herbe vivace et largement distribuée en Inde et dans l'océan Indien. L'hydrocotyle est reconnaissable à ses feuilles entières à limbe arrondi crénelé, plus ou moins cordiformes, portées sur des nœuds d'une longue tige traçante, ainsi que des ombelles simples de très petites fleurs blanches. Le fruit est un diakène discoïde très comprimé. Donc la drogue est constituée par la plante entière.
L'analyse chimique de la plante a mis en évidence des traces d'huile essentielle à chémotype sesquiterpénique principalement. On note la présence également de stérols et des flavonoïdes. Les principes actifs sont représentés essentiellement par l'asiaticoside avec une teneur de 0,3% et le madécassoside avec un pourcentage de 1,5 à 2% au max. Bien que rangés parmi les saponosides, ne sont considérés comme des hétérosides vrais, mais ce sont des esters en C28 d'un trisaccharide et d'acide triterpénique dérivé de l'ursane, appelé l'acide asiatique. Pour ce qui est de l'action pharmacologique, anciennement, cette drogue, connue surtout à Madagascar et en Inde, est une grande plante de la médecine ayurvédique. L'hydrocotyle servait autrefois sous forme de sucre pour le traitement des maladies de la peau, c'est-à-dire pour les plaies, pour la lèpre, mais aussi indiqué dans les troubles nerveux, administré à la fois par voie orale et en usage externe. Cette drogue est officinale en Chine où elle est prescrite par voie orale dans de nombreuses indications telles que les diarrhées, les ulcères et les eczémas. Les préparations d'hydrocotyle accéléraient la cicatrisation des plaies superficielles. Cette activité est confirmée par des tests effectués chez les rongeurs ainsi que par des constatations cliniques convergentes faites chez l'homme. Elle est attribuée à l'asiaticoside, mais aussi à d'autres dérivés du même type, tels que l'acide asiatique et le madécassoside, qui stimuleraient la synthèse du collagène et des mucopolysaccharides. L'extrait sec de Centella asiatica appelé ou sous le nom commercial madécassol est utilisé en complément dans le traitement local sous forme de poudre, pommade ou compresse des ulcères de jambes d'origine veineuse, des plaies post-chirurgicales et aussi dans les brûlures du premier degré en complément du massage des cicatrices fibreuses et hypertrophiques. Par voie orale, c'est-à-dire sous forme de comprimé, il est indiqué dans l'amélioration des symptômes en rapport avec l'insuffisance véno-lymphatique, c'est-à-dire les jambes lourdes, les perturbations de la cicatrisation par défaut, et là on parle des plaies atones, ou par excès dans les cicatrices hypertrophiques ou les kéloïdes. On arrive enfin à la dernière catégorie que nous avons sélectionnée pour ce cours, c'est les drogues à saponosides adaptogènes. Et là, on a le super exemple du ginseng. Le Panax ginseng et d'autres espèces qui appartiennent à la famille des Araliacées sont qualifiées de plantes adaptogènes. Les ginsengs, qui sont des plantes de l'extrême-orient et d'Amérique du Nord, ont une racine qui constitue une véritable panacée, c'est-à-dire une fleur de vie, d'une réputation très ancienne, surtout en médecine chinoise. Même si pharmacologiquement il est difficile de cerner l'activité, cette drogue est reconnue comme un puissant tonique, un reconstituant et un générateur d'une jeunesse nouvelle. Le nom de ginseng ou homme racine en chinois correspond à plusieurs espèces très voisines
du genre Panax. Alors Panax correspond en grec à tout et Akos à remède. Donc on a le ginseng de Corée ou appelé également Panax ginseng. Il est officinal en Chine, très cultivé aussi en Chine, en Corée et en Sibérie. On a le ginseng sanché ou Panax notoginseng ginseng, officinal en Chine où il est réputé hémostatique. Le ginseng du Japon ou appelé Panax japonicum est cultivé en Chine, au Vietnam et au Japon. Enfin, le ginseng à 5 feuilles, appelé Panax quinquefolius, il est cultivé par contre en Amérique du Nord. Donc ce sont des plantes herbacées, vivaces par une racine tubérisée, pouvant atteindre de grandes dimensions. Les rameaux dressés de 30 à 50 cm portent des feuilles palmées à 5 folioles. Les fleurs blanchâtres sont groupées en ombelles et le fruit est une baie rouge claire renfermant 2 graines. Traditionnellement, le ginseng blanc est la racine lavée, débarrassée de ses racines secondaires, séchée au soleil ou dans un four et le plus souvent pelée. Le ginseng rouge doit sa couleur brun rougeâtre à un étuvage préalable aux USA. La racine est lavée puis séchée à l'air chaud pendant 12 à 14 jours. La drogue atteint des prix très élevés, celle par exemple de Chine étant la plus réputée et les racines des plantes sauvages ayant la plus grande valeur. Les racines de ginseng ont généralement 10 à 25 cm de long sur 1 à 2 cm de diamètre maximal. Le corps de racine cylindrique à fusiforme présente quelques renflements annulaires dans son tiers supérieur. Il est le plus souvent divisé en plusieurs branches, d'où une vague ressemblance avec le corps de l'homme. Ces échantillons à respect anthropomorphe sont les plus appréciés. La drogue est fréquemment falsifiée étant donné sa valeur, en particulier par diverses racines d'embellifères. Dans la composition chimique du ginseng, on note particulièrement une richesse en composés très divers. Nous avons des polysaccharides, des glycopeptides, des vitamines, des stérols, des acides aminés et peptides, une huile essentielle sesquiterpénique et surtout 1 à 3% d'une vingtaine de saponosides appelés ginsénosides. Pour la plupart des hétérosides de génine tétracyclique de la série du damarane, l'une trihydroxylée appelée protopanaxidiol, l'autre tétrahydroxylée appelée protopanaxatriol. Les différences entre ces ginsénosides résident dans la nature des deux chaînes osidiques liées en C3 et C20 ou en C6 et C20. Donc, comme vous le voyez sur la figure, exceptionnellement, les 3 hydroxyles en C3, C6 et C12 du protopanaxatriol peuvent être engagés dans une liaison osidique. Enfin, tous les ginsengs n'ont pas la même composition. S'ils renferment pour la plupart certains des ginsénosides présents dans la racine du ginseng de Corée, ils renferment également des saponosides spécifiques. La différence est plus sensible dans le cas du ginseng du Japon où la moitié des saponosides sont des bidesmosides de l'acide oléanolique.
L'action pharmacologique de ginseng, donc nous avons dit que c'est une plante principalement qualifiée d'adaptogène, c'est-à-dire capable de stimuler la résistance non spécifique de l'organisme. La racine de ginseng aurait un effet stimulant sur le système nerveux central. Elle augmenterait la résistance à la fatigue et au stress. Elle améliorerait la mémoire. Elle aurait un effet anabolisant. Si aucune toxicité aiguë n'a été notée pour cette drogue, un usage prolongé de la drogue semble entraîner des troubles mimant une imprégnation par des corticostéroïdes. Là encore, les résultats sont contradictoires. Sans doute, cela est-il dû aux différences de composition des drogues utilisées. La drogue est très recherchée depuis quelques années partout dans le monde où elle est ingérée avec un mélange de vitamines, d'oligo-éléments, de gelée royale. On précise souvent une posologie sous forme poudre de 2 grammes par jour et que la durée du traitement doit être limitée au maximum à 3 mois. On conseille souvent d'éviter le ginseng chez la femme enceinte et son association avec les IMAO. Merci pour votre temps et votre écoute. Je vous donnerai comme exercice d'application de dresser un tableau comparatif des principes actifs des drogues à saponosides que nous avons traités durant le cours avec les propriétés pharmacologiques de ces principes actifs.